Il est 8h10 sur RCF et Radio Notre-Dame. Merci d'être avec nous en ce mardi 1er avril. Dans 20 minutes, le journal de Radio Vatican. Mais d'abord, l'invité de la matinale. Il n'y a pas que Marine Le Pen dans l'actualité. Nous allons évoquer ce matin la terrible situation humanitaire en Birmanie. Le pays va observer tout à l'heure une minute de silence à 12h51 et 2 secondes. L'heure à laquelle la terre a tremblé vendredi dernier, faisant plus de 2000 victimes. L'ampleur de la catastrophe a poussé la junte militaire birmane à lancer un rare appel à l'aide auprès de la communauté internationale. Cette aide commence à arriver sur place avec une chaleur tropicale et une température proche des 40 degrés. Les conditions compliquent le travail des secouristes et les chances de retrouver des survivants sont maintenant presque nulles. À 8h30 dans le journal d'Olivier Bonnel, vous entendrez le témoignage d'un missionnaire dans la région de Mandalay. Mais dès à présent, nous en parlons avec Anne Montmouton. Bonjour madame. Bonjour. Vous travaillez pour Enfants du Mékong. Vous êtes responsable de la Birmanie où vous étiez il y a moins d'un mois. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de la situation sur place ? Alors, on a beaucoup d'informations, surtout de Mandalay, parce que nous avons un coordinateur local qui est encore sur place, dont on n'a pas une nouvelle directement, mais on sait qu'il va bien. Et nos autres coordinateurs locaux nous expliquent que les gens vivent dans la rue, en fait, parce qu'ils ont peur des effondrements d'immeubles. Donc, ils sont déplacés dans la rue, il manque d'eau, de nourriture. Il y a énormément de dégradation matérielle, donc dans la ville de Mandalay, mais aussi surtout les villes, en fait, parce que ce sont les bâtiments en dur qui ont souffert. Voilà, c'est très compliqué d'avoir des chiffres précis, parce que la junte annonce plus de 2000 morts, mais en fait, d'après l'Institut géologique, par exemple américain, ils disent des chiffres entre 10 000, 100 000. Enfin, c'est... 100 000 décès ? Oui. Enfin, victimes. Après, le gouvernement d'union nationale, qui est le gouvernement parallèle, aussi a annoncé des chiffres qui ne sont pas du tout ceux des militaires. Quel ordre de grandeur ? Alors, je ne sais pas. On m'a dit que c'était ce matin, mais... Vos contacts sur place, vous ont-ils dit dans quel état d'esprit ils étaient ? Est-ce que c'est de la peur ? Est-ce que c'est de l'inquiétude ? Alors, les Birmans, sont très résilients, parce que ça fait 4 ans qu'ils vivent une situation épouvantable depuis 2021. Donc, je sens pas d'inquiétude particulière. En fait, c'est une tuile de plus, on va dire, dans leur quotidien. Ils sont mobilisés. Ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent pour aider leur communauté comme ils ont toujours fait. Après, ce qu'on perçoit, c'est que c'est difficile, encore une fois, d'avoir des informations fiables et puis de les avoir rapidement, parce qu'il y a des coupures d'électricité. Il y en avait déjà avant, mais là, Mandalay, je crois, n'a toujours pas l'électricité. Les lignes téléphoniques sont compliquées, sont coupées aussi. Donc, voilà. Mais l'état d'esprit, d'une manière générale, c'est un climat social de peur, de méfiance, parce que, je ne sais pas si on va en parler après, mais voilà, le tremblement de terre met en lumière la Birmanie, mais c'est un pays qui souffre énormément depuis 4 ans, avec une guerre civile, 3,5 millions de déplacés internes, donc qui ont perdu tout, qui ont vu leur maison brûler, des gens qui sont traumatisés par ce qu'ils ont pu voir. 2 millions de personnes qui partent dans les pays limitrophes, notamment les jeunes, qui sont visés par la conscription militaire. Donc aujourd'hui, si on a entre 18 et 35 ans pour les hommes, on risque d'être envoyé au front et de mourir. Et on viendra justement sur ce front dans un instant. Si on reste sur ce tremblement de terre, Anne Montmouton, quelles sont les conséquences selon vous à court terme ? Vous avez visité la Birmanie, vous connaissez très bien ce pays. Au vu de l'urbanisme là-bas, est-ce que il y a des bâtiments qui sont hauts ? Je pense que nos auditeurs s'imaginent mal comment sont les villes birmanes et la ville la plus touchée en particulier. Est-ce que c'est beaucoup d'immeubles, beaucoup de maisons, plutôt des bidonvilles, des maisons en dur ? Quel est l'urbanisme ? Alors, la ville de Mandalay, c'est une ville avec des maisons en matériaux durs, des immeubles de, 4-5 étages. Il y a des hôtels qui sont plus
plus haut. Mais on sait qu'il y a des hôtels qui se sont effondrés, donc ça... je sais pas comment expliquer, mais on imagine des bâtiments qui s'effondrent ou qui sont complètement... Et il y a le risque de réplique également, qui lui aussi peut inquiéter sans doute les populations sur place. Alors, c'est pas un risque, parce que là, j'avais un contact local ce matin qui me disait qu'il y avait encore des secousses. Donc, c'est pour ça que... on peut pas. Ils sont dans l'attente en fait jusqu'à. Je sais pas combien de temps ils vont attendre comme ça en vivant dans la rue pour. C'est pas la première fois qu'il y a des tremblements de terre depuis 1900. Il y en a eu 6 autres de magnitude 7 ou plus, c'est-à-dire très significatifs. Et est-ce que la Birmanie est suffisamment préparée à la survenue de ce type d'événements climatiques? Non, je pense qu'elle n'est pas préparée parce que tout le système d'État est défaillant. Le système de santé, enfin, encore une fois, c'est un peu mon leitmotiv, mais c'est un pays qui est complètement qui est dans le chaos depuis 4 ans. D'ailleurs, le général en chef... Bon, là, il y a une minute de silence, mais ça n'a pas du tout été annoncé dès le départ. Ce qu'ils veulent, c'est aider, secourir Naypyidaw, qui est la capitale. Donc, ils sont focus sur leur lutte armée pour gagner contre les opposants. En quoi la situation politique sur place peut-elle compliquer l'arrivée des secours internationaux ? Il faut savoir qu'avant le tremblement de terre, l'aide internationale ne pouvait pas arriver, puisque c'est un conflit interne. Donc, dans les zones de conflit, vous avez des checkpoints avec des fouilles corporelles. On ne peut pas faire passer de marchandises. Donc, alors, il se trouve que là, le tremblement de terre, c'est surtout dans la zone Bamar, la plaine centrale. Mais donc ça va compliquer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se déplacer facilement, on ne peut pas acheminer de matériaux et de nourriture, par exemple, facilement. Il y a énormément de restrictions, donc ça va beaucoup restreindre l'arrivée de l'aide internationale, oui. Et la situation peut-elle se débloquer, se détendre de la part des militaires, justement pour permettre l'arrivée des secours internationaux, ou alors ils seront pas à l'écoute des besoins de la population immédiat? Moi, je pense qu'ils vont orienter leur aide et les secours vers les lieux qui les intéressent. Donc, ce qui est centre névralgique pour eux, donc la ville de Mandalay l'est, donc ça va être le cas. Il y a Naypyidaw, mais après, tout le pourtour, les campagnes ou les zones qui ne sont pas peuplées de Bamar... je pense pas que c'est intéressant. Oui, puisque Anne Montmouton, venons peut-être à ce conflit. On a souvent dit que la Birmanie était un conflit oublié, et Enfants du Mékong, organisation dont vous faites partie, le rappelle régulièrement sur notre antenne, puisque chaque lundi matin, nous sommes en ligne avec Enfants du Mékong. Et rappelez-nous, en quoi consiste ce conflit? Qui s'oppose à qui? Alors, c'est la population civile qui s'oppose aux militaires, à l'armée birmane. En fait, l'armée, c'est une espèce de caste au sein de la Birmanie qui se dit garant de l'unité nationale et de l'identité de la Birmanie. Donc, ce pays a été dirigé par l'armée depuis les années 60. Et en 2010, il y a eu une ouverture politique, économique et sociale organisée par les militaires qui a duré 10 ans. Donc, il y a eu des élections législatives, etc. Et en novembre 2020, les élections sont remportées par un parti à plus de 80%. Et là, les militaires se sont dit, non, là, on est en train de perdre. Donc, il y a eu une négociation avec ceux qui avaient gagné. Ça n'a pas abouti. Et donc, 1er février 2021, reprise du pouvoir par les militaires, mais qui ne s'attendaient pas à une opposition si forte parce qu'il y a eu des manifestations, des grèves menées par les médecins, les profs. Il y a 50% des professeurs qui ont démissionné. Et puis petit à petit, voilà, ça c'est le conflit est arrivé. La population s'est constituée en groupe de défense en prenant les armes, surtout les jeunes.
et ils ont été rejoints par des armées ethniques, parce que la Birmanie, c'est un patchwork d'ethnies. Il y a plus de 135. Lesquelles ? 135 ? 135 ethnies officiellement. Après, il y a les ethnies principales sont les Kachin, les Karen, les Shan. Bon, il y en a d'autres, mais c'est un patchwork, et donc il y a des conflits. Est-ce qu'il y a des revendications religieuses derrière ces 135 ethnies, ou elles partagent des mêmes convictions philosophiques ou religieuses ? Alors, chaque ethnie a En fait, chaque ethnie souhaite être autonome sur son territoire et faire partie d'un pays fédéral, ce qui était le projet initial, en fait, au moment de l'indépendance, en 1948, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, voilà, ils veulent être autonomes. Donc, aujourd'hui, l'ennemi commun, c'est les militaires, ce sont l'armée. Mais ça ne veut pas dire que s'ils arrivent à s'entendre, enfin, et à gagner, il y ait une unité après. C'est ça l'enjeu, en fait. Et puis, donc, 75% aujourd'hui du territoire est contrôlé sur le sol par soit la population, soit les armées ethniques. Mais l'armée birmane peut bombarder. Ce qui fait qu'enfin, c'est une menace permanente. Elle a la capacité de bombarder. Oui. Et donc, dans ce contexte-là... Et elle le fait. Elle le fait fréquemment ? Tous les jours. Il y a des bombardements quotidiens, et ça c'est une des grandes peurs de la population. C'est ces avions qui tuent, et puis ce qui fait aussi le déplacement des populations. Quel est le rôle d'Aung San Suu Kyi dans ce contexte ? Alors, Aung San Suu Kyi, elle est en prison. Donc, elle a été condamnée pour différents motifs et à plusieurs dizaines d'années de prison. Donc, c'est plus une icône qui... Oui. C'est plus l'icône qu'elle l'a été ? Pourquoi ? Non, parce qu'elle a plus aucun pouvoir. Elle est inexistante. Après, le gouvernement parallèle qui s'est constitué... lui essaye de mailler le territoire, de construire un réseau administratif, etc. Et dans ce contexte-là, donc on a compris qui étaient les belligérants, on a compris cette guerre civile dont vous nous parlez ce matin, Anne Montmouton, d'Enfants du Mékong. Quel est le rôle d'Enfants du Mékong ? Vous disiez que 50% des enseignants avaient démissionné il y a quelques années, ce qui provoque des conséquences très importantes pour l'éducation des enfants. Déjà, est-ce que les enfants aujourd'hui birmans ont accès à l'éducation, malgré les démissions importantes qu'ont connues l'éducation nationale là-bas ? Et quel est le rôle d'Enfants du Mékong ? Alors, le rôle d'Enfants du Mékong, c'est d'aider les populations pauvres à accéder à l'éducation. On est vraiment des opérateurs, donc on agit via des contacts locaux qui ont une action auprès des pauvres. On aide des jeunes, on accompagne des jeunes en les parrainant individuellement. Il y a à peu près 3200 jeunes aidés et 300 qui attendent un parrain. Donc en étant parrainés, ils peuvent poursuivre leurs études et être diplômés, etc. C'est vraiment une aide ciblée mais efficace. Et puis on a développé, donc suite au conflit et à cette démission des professeurs, un projet qui aide des professeurs donc grévistes, mais qui continuent d'enseigner dans les zones de conflit, parce que dans les zones de conflit, il n'y a plus d'école. C'est-à-dire qu'ils font partie de ces 50% qui ont démissionné, mais ils choisissent tout de même de continuer à enseigner par conviction, sans doute. Tout à fait. Illégalement, voilà. Après, il y a beaucoup de profs volontaires aussi qui se sont joints. Et donc, nous, Enfants du Mékong, apportent une indemnité. Évidemment, ça les fait pas vivre, mais c'est le seul moyen pour les jeunes d'aller à l'école. Et effectivement, beaucoup d'enjeux, parce que même si on entend que 3200 élèves sont aidés, ce qui est conséquent, ça reste sans doute une goutte d'eau par rapport aux besoins birmans, sachant que... Avec ce projet, on aide 30 000 jeunes, ce qui est quand même énorme par rapport à notre capacité d'action. Et oui, et en fait, au moins ces 30 000 jeunes vont pas rejoindre la résistance armée ou...
et ont accès à l'éducation. Rappelons peut-être la géographie. Je ne sais pas si la géographie est claire pour nos auditeurs. On parle de la Birmanie depuis tout à l'heure. La Birmanie, c'est un pays qui a des frontières avec la Chine, le Laos, la Thaïlande, le Bangladesh et l'Inde. C'est un pays qui a la superficie de la France. À quoi ressemble la Birmanie? Est-ce que c'est un État assez uni? Est-ce qu'il y a selon les localités, vous disiez que c'est un État fédéral, des convictions régionales très fortes? À quoi ressemble la Birmanie? Alors, c'est pas un État fédéral. C'est c'est ce que voudraient beaucoup de personnes. Là, géographiquement, il y a une plaine centrale qui va de Mandalay à Rangoon, qui est c'est la plaine qui est peuplée majoritairement de Bamar. Les Bamar, c'est à peu près 65% de la population, dont sont issus beaucoup de personnel et de cadres de l'armée. Et puis le pourtour est plutôt montagneux, peuplé d'ethnies qui ont des identités très fortes. Sont souvent des animistes, donc qui ont des religions naturelles. Il y a beaucoup de chrétiens aussi parmi ces populations. Donc c'est très diversifié. C'est un pays très riche aussi, la Birmanie, mais voilà, il n'y a pas d'unité. Riche de quoi? Riche en sous-sol, en pierre, en bois. Est-ce que vous avez des inquiétudes particulières pour certaines ethnies au regard de la situation Vous avez des inquiétudes pour certaines ethnies en particulier en raison du séisme qui a eu lieu? Alors non, c'est vraiment plutôt dans la plaine centrale que le séisme a eu lieu. Donc les Bamar qui ont été principalement touchés. Oui. Et dans les jours qui viennent, qu'attendez-vous des autorités de l'aide internationale? Vous espérez qu'elle arrive en nombre? D'abord, oui, bien sûr. On espère qu'elle arrive pour secourir les personnes victimes. D'ailleurs, il y a beaucoup de... Il y a une aide de l'Inde, de la Chine, de la Russie. Mais en fait, Enfants du Mékong, nous, on va continuer ce qu'on fait, ce qu'on a toujours fait, parce que on est une des rares associations qui soit restée depuis 2021, à savoir soutenir des jeunes, soutenir des projets d'urgence pour que ces jeunes soient accueillis et éduqués. Merci beaucoup. Anne Montbouton, je rappelle que vous travaillez pour Enfants du Mékong et vous êtes responsable justement de la Birmanie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.